Alors bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour, ce format que je vais tester avec vous aujourd'hui, avec une présentation. Donc l'idée, c'est de faire pas plus de 10 minutes, hein, je vais essayer de faire vite. Voilà, donc avec un support que j'avais déjà utilisé, alors pour des personnes qui n'étaient pas forcément soignantes, d'accord? Ça, j'avais fait pour un week-end, AIDS qui, accompagnait des chemsexeurs dans le sevrage et donc qui leur proposait un week-end ouvert. Et il y avait des ateliers, et notamment cet atelier sur la lutte contre le suicide qui avait été présenté par mes soins. Donc ce format-là, je vous le mettrai en lien. C'est un format qui est pas mal parce que ça permet en fait d'être visionné sur smartphone. Comme ça, vous pouvez faire une présentation sur smartphone et c'est beaucoup plus dynamique. Là, je vois ce que ça donne. Voilà. Cette présentation, elle va être, encore une fois, pour les médecins, les infirmiers en pratique avancée, qui sont pas forcément rompus à la psychiatrie. Voilà. Qui sont dans le quotidien du patient, notamment dans les soins physiques, et qui savent pas forcément comment parler du suicide avec leurs patients. C'est normal, on n'en parle pas forcément beaucoup, c'est encore assez tabou, c'est encore assez compliqué. Donc voilà, avec cette vidéo, je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez court et d'assez précis. D'autant plus que la vidéo sur le 3114 que j'ai faite, elle fonctionne pas trop, mais c'est normal. C'était un peu de la merde. Je vais l'effacer d'ailleurs, je pense, et j'en referai une autre beaucoup plus élaborée par la suite. Ok? Donc, moi, je commence souvent la présentation par ça. C'est, il y a une personne qui s'écroule devant vous, elle ne respire plus, qu'est-ce que vous faites? Donc, A, vous appelez les secours, B, vous entamez un message cardiaque, ou C, vous ne faites rien, le risque, il est trop grand d'empirer les choses. Alors vous, vous savez quoi faire, vous êtes des soignants. Et ce qui est bien avec cette question, c'est que même les non-soignants, ils vont dire, bah c'est facile, on appelle les secours, et puis ensuite on entame le massage cardiaque. Ça, c'est un truc dans la population générale, c'est intégré. On fait quelque chose. Voilà, c'est trop dangereux de ne rien faire. Et pourtant, là, quand on va développer, on va répondre ça, bien sûr que vous allez faire quelque chose. Parce que vous avez appris à le faire, parce que vous savez qu'il faut le faire et que vous êtes conditionné à le faire. Là, comme ça, j'introduis le truc en disant la crise suicidaire, c'est pareil que l'arrêt cardiaque. Il y a un truc, ça doit être tatoué sur les fesses, comme on dit. C'est intégré, c'est vissé dans la tête. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Et c'est là qu'on commence et qu'on introduit la formation en disant oui, mais on fait quoi du coup? Donc moi, ce que j'aime bien proposer, c'est quelques chiffres épidémiaux. Donc ça, je pense que tous les soignants le savent plus ou moins, mais en France, le suicide, c'est plus de 10 000 décès par an, d'accord? C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-34 ans. Et les 45-54 ans et les plus de 75 ans sont les principaux concernés. On verra pourquoi. En France, les tentatives de suicide, c'est 200 000 par an, d'accord? Et la majorité de ces tentatives, c'est avant 25 ans. Parmi ces tentatives, donc, il y a 89 000 hospitalisations par an. Ça, c'est des chiffres de 2017. Et tenez-vous bien quand même, vous avez vu le chiffre, hein, 3% des Français et des Françaises de 17 ans et moins auront fait une tentative de suicide ayant nécessité une hospitalisation. Donc c'est quand même énorme, hein, c'est 3 ados sur 100. Il faut juste garder ça en tête. Donc le suicide, c'est pas un truc comme ça qui apparaît sporadiquement, comme un accident de bagnole, ou ah bah tiens, on savait pas, ça a apparu comme ça. Les tentatives de suicide et le suicide, c'est du quotidien pour nous en psychiatrie, c'est du quotidien pour les soignants aux urgences, et c'est du quotidien pour les gens en médecine générale aussi, même si ça passe sous les radars parfois. Et donc souvent, et c'est là où souvent c'est mal compris effectivement, c'est pourquoi on se suicide. C'est parce qu'on a envie de se suicider. Il y a personne qui se dit un jour, tiens, je vais me flinguer parce que j'ai pas le courage. C'est plus compliqué que ça. C'est on se suicide parce qu'on a épuisé nos ressources et que la mort devient la seule alternative possible. Mais bon, c'est quand même encore plus compliqué que ça. On se suicide principalement pour des raisons qu'on ne maîtrise pas forcément en fait. C'est ça l'idée, hein. C'est qu'il y a des gros facteurs de risque. Déjà, le fait d'être de sexe masculin, c'est un facteur de risque. L'isolement social, c'est un facteur de risque. La faible estime de soi, les troubles psychiatriques, l'impulsivité, la rigidité dans les relations, les conflits conjugaux majeurs, les deuils, difficultés professionnelles, antécédents perso et familiaux de tentatives de suicide, difficultés d'intégration sociale, c'est d'autant de facteurs de risque. C'est autant de choses que vous allez devoir évaluer. C'est-à-dire que quand devant vous, vous avez un homme divorcé, avec un trouble dépressif, qui en plus commence à avoir des difficultés professionnelles, ça doit vous alerter. Ne serait-ce que, j'ai envie de vous dire, ne serait-ce qu'un de ces facteurs de risque, ça doit vous alerter.
Et donc, je reviens tout le temps sur la crise suicidaire et j'explique ce que c'est. En fait, la crise suicidaire, comment ça vient? Il faut dire ce schéma de haut en bas, excusez-moi. Donc de haut en bas, c'est quoi? C'est la crise suicidaire. D'abord, on a plein de solutions. On a un problème, on a plein de solutions. Donc c'est pas grave, on va pas se tuer, on a plein de solutions. Et puis après, on commence à avoir plein de solutions, mais il y a des flashs. Des flashs, ça peut être des pensées intrusives, ça peut être on s'imagine en train de se pendre ou de prendre des médicaments. C'est des flashs, c'est fugace, mais c'est là. Et après, on continue à avoir des solutions hein, pour vivre. Mais on commence à avoir des idées fréquentes. Ah, ça irait mieux si j'étais plus là. Putain, si je me flinguais, bah ça irait mieux quand même, ça me soulagerait. Et puis on commence à avoir l'estime de soi qui baisse. Putain, je suis qu'une merde. De toute façon, je serais mieux si j'étais mort. Tout le monde serait mieux sans moi. Voilà. Et on commence à avoir des ruminations, c'est-à-dire que ces idées-là, elles vont ruminer tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le cerveau. À un moment, ça va plus s'arrêter, ça va faire une petite musique. Mais on a ce qu'on appelle des raisons de vivre, hein, ce qu'on appelle aussi des pensées velcro, qui vont nous remonter vers la surface un petit peu. Donc, chez certains, c'est la religion, voilà, c'est Dieu, ça les aide. Chez certains, ça peut être aussi les enfants. Bah, moi, j'ai mes gosses, je peux pas me flinguer parce que j'ai mes gosses, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Donc, c'est que pour eux que je tiens. Voilà. Hein. Euh, ces pensées-là vont même ça peut être des animaux. Hein. Bah, attendez, j'ai mon chien, qu'est-ce qu'il va faire sans moi? On va le piquer si je meurs, donc non, je reste en vie. Et ça maintient. Mais à un moment, ça tient plus. Hein. Et donc, on a ce qu'on appelle la cristallisation du plan suicidaire et la recherche de moyens. Et là, quand commence à avoir un scénario élaboré et un passage à l'acte imminent avec une date, là, on va passer à l'acte. Donc c'est là où c'est le plus dangereux. Donc, le mécanisme de pensée, pour le résumer, c'est j'ai des flashs, d'accord, j'ai des idées, des intentions, j'élabore, je planifie, et ensuite la tentative arrive. Donc je donne souvent quelques signes d'alerte hein, quand vous avez des gens autour de vous qui disent de toute façon je ne sers plus à rien, oh bientôt vous serez débarrassé de moi, ou qui disent je voudrais que tout s'arrête. Là, ça doit vous, dans la tête, ça doit flasher, drapeau rouge. Et aussi des actes. La personne donne ses objets préférés, elle fait sa collection de vinyles, ou je sais pas. La personne, elle vend une bonne partie de ce qu'elle possède, elle met de l'ordre dans sa vie en fait. Hein. La personne retrouve une sérénité. Alors ça, c'est un truc, ça arrive souvent. On se dit, bah quand même, Denis, bah en fait, je comprends pas pourquoi il s'est suicidé, parce que il avait l'air tellement serein depuis 2 semaines. Bah, là, posez-vous la question, écoute, là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour toi, alors que tu étais en dépression, qu'est-ce qui se passe en fait t'as l'air tellement soulagé, est-ce que tu vas mourir en fait? Est-ce que tu veux mourir et que en fait tu te sens soulagé d'avoir mis ça en place? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es soulagé comme ça? Ils vont vous le dire, hein. On en reparlera après, ils vont vous le dire. Euh, Attention, si la personne est bien soulagée comme ça, c'est-à-dire quel scénario et la date. La personne, elle sait qu'elle va partir, donc elle est tranquille. Elle sait, elle a la date. Et donc, ce que je dis aux gens qui ne sont pas soignants, c'est et vous dans tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire euh, Et donc, moi je dis poser la question. C'est vraiment le truc. Mais même pour les soignants qui ne sont pas de la psychiatrie, n'ayez pas peur. De toute façon, vous posez la question, il vous dit oui, j'ai envie de me suicider, il y a le 31-14. Donc ça, on en reparlera, il y a le 31-14, ne paniquez pas. Mais posez la question. C'est comme masser la personne qui a un arrêt cardiaque, vous massez, vous ne réfléchissez pas. Là, c'est pareil, vous posez la question. Excusez-moi, j'insiste, mais il faut poser la question. Avez-vous pensé à mettre fin à vos jours? Pensez-vous au suicide? Est-ce qu'en ce moment, la vie vous fait tellement souffrir que vous voulez en finir ou vous donner la mort? Posez des questions très concrètes. Ne soyez pas cash, soyez cash, pardon, ne faites pas semblant. D'accord? C'est hyper important, ça, ne faites pas semblant. Faut pas dire oui, excusez-moi, mais est-ce qu'en ce moment, ce serait pas un petit peu compliqué pour vous, et que peut-être, bon, bah, vous avez moins la pêche, et vous serez un peu tristoun, machin. Non, ça marche pas comme ça, parce que le patient vous répondra pas. Ce qu'il faut faire, c'est poser la question cash. Et ce qui va se passer, c'est que ce que vous risquez en posant la question du suicide à quelqu'un, la seule chose que vous risquez, c'est lui sauver la vie. Vraiment. Parce que la personne, un, va vous répondre, d'accord, et que de deux, on ne donne pas à la personne envie de se suicider, d'accord, quand on pose la question du suicide. C'est souvent ce que les gens disent, hein, oui, mais en fait, je vais l'exciter, je vais lui donner envie de se flinguer après. Non, c'est faux. Au contraire, on désamorce la tension suicidaire, et ça permet de temporiser et d'ouvrir la personne à une solution. Ça permet aussi de négocier en disant, bah écoute, voilà, est-ce que tu me promets que là, tu vas pas te faire de mal ce soir et que demain, tu iras voir ton médecin généraliste? Ou là, imaginons vous soyez médecin généraliste. Bah écoutez, est-ce que là, vous me promettez que vous allez aux urgences? Oui, je vous le promets, docteur, ça va aller. On appelle ensemble le 31-14, vous êtes d'accord? Oui, ok, pas de problème. Et puis comme ça, après, on voit ce qu'on fait. Vraiment, euh, ça ne donne pas envie aux gens. Au contraire, ça les soulage et ils vous remercient parce que ça leur donne de l'espoir. Vous leur donnez de l'espoir. L'évaluation du risque suicidaire, c'est l'UDR, urgence, danger, risque. L'urgence, c'est de savoir si la personne a un scénario, s'il a une date,
Est-ce qu'elle a planifié l'acte? Quel est le degré de souffrance morale? Le degré d'impulsivité aussi, ça c'est très important. Et les éléments précipitants. Et surtout de voir si elle a du soutien de bonne qualité ou pas. Ça, vous allez évaluer le risque d'urgence. Ensuite, le risque, c'est l'âge, le genre, la communication des intentions suicidaires, les antécédents personnels et familiaux, les troubles psychiques. Vous savez, tous ces facteurs de risque qu'on avait au début, on les retrouve dans le risque. Et la dangerosité, c'est très simple, c'est ce que la personne a les moyens et l'accessibilité du moyen. Si la personne a un fusil d'assaut chez elle, voilà, ou un fusil à pompe, machin, bon bah là effectivement, et si la personne veut se tuer par arme à feu, là il y a un grand danger. Si la personne a une corde chez elle et qu'elle veut se pendre, il y a un grand danger. Si la personne elle pense au train et qu'à côté de chez elle il y a une voie ferrée, il y a un grand danger. Vous voyez où je veux en venir. Donc la dangerosité, évaluez-la bien. Et ensuite, n'oubliez pas, il y a le 3114, numéro national de prévention suicide. Ce qui est très bien avec le 3114, c'est que vous avez un professionnel du suicide en ligne, un psychologue, un infirmier. Avec lui, vous allez évaluer la situation. Vous pourrez lui passer le patient. Il va pouvoir faire une première analyse. Et ce qui est bien, moi, en tout cas, je l'ai vécu à Lyon. Ce qui est super, c'est qu'en fait, quand il y a un patient, il y a un suivi. Parfois, il rappelle en disant, bah voilà, ce patient, finalement, il est allé aux urgences, comme vous l'avez proposé, comme vous l'avez proposé le 3114. Donc, ça fait vraiment lien. Et ce qui est bien, c'est que quand le patient va aux urgences, parfois, ce qu'ils font, c'est qu'ils transfèrent le dossier directement aux urgences. Donc, il n'y a pas besoin de répéter la vie du patient, encore une fois, patati patata. Le patient, il n'a pas besoin de répéter son histoire. Ils vont aux urgences. Ils savent qu'ils sont accueillis, notamment aux urgences psychiatriques qui étaient liées avec le 3114, donc c'est top. 3114. Et aussi le 15 ou le 18 pour une prise en charge plus urgente avec les pompiers, où vous appelez le médecin psychiatre de la personne si vous êtes le médecin généraliste, ou si vous êtes l'infirmier libéral par exemple, vous appelez le médecin généraliste ou le médecin psychiatre. Et vous, donc après ça, ne restez pas seul. Moi, par exemple, pour du défusing, débriefing, ça m'a vachement aidé le 3114. Ils m'ont beaucoup rassuré. Ils m'ont beaucoup aidé sur des situations, en plus avec des mineurs, où j'étais en ville, dans l'associatif, où franchement j'étais dans la sauce. J'ai pu revoir tout ça avec eux après. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ils sont top. Donc pour vous, pour des supervisions, ça peut aider de discuter un petit peu avec eux. Un pro de santé, un médecin. Si vous avez la chance d'avoir un psychologue aussi pour la supervision, c'est top. Et l'entourage, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément soignant, moi en tout cas c'est ce que je dis, c'est restez pas seul avec ça, parlez-en à vos amis, à vos proches, aussi à prendre des décisions à plusieurs, ça fait du bien. Voilà. Donc moi je mettais tout mon contact à la fin, hop, et mon mail. En tout cas, voilà comment moi je fonctionne quand je fais une présentation courte. Vous voyez, cette présentation elle mange pas de pain, elle est plutôt rapide, elle fait moins d'un quart d'heure. Et même pour vous, qui êtes professionnel de santé mais pas rompu à la psychiatrie, j'espère que cette formation, en tout cas ce petit point, cette petite information a pu vous aider. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai dans la mesure de mes compétences et de mes connaissances. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à poser la question du risque suicidaire. Le seul risque que vous avez, c'est de sauver une vie, et c'est déjà beaucoup. Merci et à très bientôt. Au revoir.